Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour chers téléspectateurs de Canal 2, bonjour chers élèves. Le cours que nous allons faire, je m'appelle Kamdem Tendudone, professeur de français. Le cours que nous allons faire ce jour est un cours de langue française destiné aux élèves de terminale. Ce cours est intitulé « Le texte injonctif ». Alors, cette leçon visera deux objectifs. Il s'agira pour vous, chers élèves, premièrement, d'identifier les indices du texte injonctif et par la suite, de déterminer les fonctions du texte injonctif. Alors, pour y arriver, j'ai choisi pour vous un corpus emprunté à Nicolas Boileau, un auteur du XVIIe siècle, un classique. Alors, ce texte est extrait de son grand livre intitulé Art poétique, consacré à la doctrine classique, qui expose le code esthétique de la poésie classique, caractérisé par la pureté de la langue et la clarté des idées. Vous allez permettre que je lise avec vous ce corpus, extrait de l'art poétique de Boileau. Alors, avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vos écrits la langue revirez, dans vos plus grands excès, vous soyez toujours sacrés. En vain, vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre et le tour vicieux. Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un vers empoulé l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir quelque ordre qui nous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse. Signé Nicolas Boileau, extrait de l'art poétique, publié en 1674. Alors, ce corpus choisi à dessein comporte un certain nombre de mots un peu recherchés que nous avons pris le soin d'expliquer à la droite du texte. Donc, en y jetant un coup d'œil, vous voyez bien ce que signifie, par exemple, le mot révérer dans ce contexte-ci. Il signifie respecter. Vous avez également le terme barbarisme qui signifie faute de vocabulaire. Nous avons également un mot comme solécisme qui renvoie à la faute de grammaire. Et l'expression un méchant écrivain qui signifie mauvais écrivain. Je disais tout à l'heure que nous avions deux objectifs. Le premier consiste à identifier les indices du texte injonctif. J'ai prévu pour vous 4 questions. Mais ce sont les 3 premières questions qui vont nous permettre d'arriver à atteindre cet objectif
qui est l'identification des indices du texte injonctif. Alors, en examinant ces questions, nous allons, par le repérage qui s'en suivra, pouvoir identifier les indices du texte injonctif. C'est pour cette raison que je sollicite votre attention pour que nous y allions ensemble. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'attention puisqu'il est question d'aller dans le texte et d'extraire des éléments qui vont permettre d'atteindre notre premier objectif, à savoir l'identification des indices du texte injonctif, de sorte que vous soyez en mesure de dire voici un texte injonctif et voici pourquoi je dis que c'est un texte injonctif. Alors, nous allons commencer par la première question. La première question est ainsi formulée. À qui s'adresse le locuteur? Deuxième volet de la question. Que vise-t-il? Alors, à qui s'adresse le locuteur? Cette question revient constamment sur les épreuves, que ce soit à l'examen ou dans les salles de classe. À qui s'adresse le locuteur? C'est une question qui a l'air simple, mais très souvent, il arrive que les réponses ne soient pas aussi évidentes. C'est pour cette raison que j'appelle une fois encore votre attention pour que nous examinions ce texte pas à pas. Pour y arriver, il est nécessaire de relire le texte. Nous n'allons pas le faire, mais je vous invite à le faire en classe ou en salle d'examen, lorsqu'il s'agit de répondre aux questions comme celle-ci. Alors, en examinant notre texte, nous remarquons qu'il y a des éléments qui renvoient au destinataire, c'est-à-dire à celui à qui le locuteur s'adresse. Mais est-ce qu'il est évident que ce destinataire est explicitement désigné dans le texte? Est-ce qu'on peut l'identifier en disant le destinataire c'est X ou Y? Alors, à la lecture de ce texte, on ne peut répondre à cette question que par la négative. Et quand on ne peut pas identifier le destinataire de manière explicite, on a tout fait d'indiquer que le destinataire, c'est le lecteur. Mais en examinant de près, en prenant en compte d'autres éléments implicites, en prenant en compte par exemple le chapeau qui a précédé ce texte, vous allez vous rendre compte que de manière indirecte, Nicolas Boileau a identifié celui à qui il s'adresse. Lorsqu'il dit « apprenez à penser », on peut avoir l'impression qu'il s'agit du lecteur. Mais en comprenant que son livre, tel que précisé dans le chapeau, expose un code esthétique, c'est-à-dire une manière d'écrire la poésie, on comprend que de manière spécifique, Nicolas Boileau s'adresse à ses contemporains qui avaient à cœur d'écrire la poésie comme lui. Il s'adresse donc aux autres écrivains classiques pour leur indiquer le chemin à suivre dans le cadre de ce qu'on a appelé la doctrine classique, caractérisée, comme nous l'avons dit dans le chapeau, par la pureté de la langue et la clarté des idées. On comprend donc que
pour répondre à la première question, on ne se contentera pas de dire qu'il s'adresse au lecteur. C'est bien trop facile. On ira plus à profondeur pour comprendre qu'il s'adresse aux autres poètes classiques. Dans quelle optique? C'est le sens de la question du deuxième volet de cette première question. Alors, ce deuxième volet vous demande ce qu'il vise. Que vise-t-il? Eh bien, la réponse a été déjà apportée dans le cadre de la manipulation. Si vous avez bien suivi, vous avez compris que Nicolas Boileau vise à les pousser à écrire les textes poétiques en respectant le code qu'il a défini dans l'art poétique. Voilà pourquoi nous avons des termes à connotation didactique comme apprenez, travaillez, ne vous piquez point. Il les invite en conséquence à veiller. Il s'adresse aux autres écrivains poètes pour les inviter à écrire de manière à préserver et la pureté du style, de l'écriture et la clarté des idées. Voilà pourquoi il qualifiera l'écrivain qui ne s'intéresse pas à la qualité de la langue de manière précise. Il le qualifie de méchant écrivain, de mauvais écrivain. Il condamne les fautes de vocabulaire qu'il appelle pompeux barbarisme, les fautes de grammaire qu'il appelle orgueilleux solécisme. Pour nous résumer donc, nous dirons que par rapport à la première question, Nicolas Boileau s'adresse de manière générale au lecteur, certes, mais en particulier à ses contemporains, poètes, dans l'optique de les amener à respecter les règles de l'écriture classique. Deuxième question. Recherchez les indices du destinataire et classez-les. Il s'agit ici du récepteur. Les marques du récepteur. C'est le moment pour vous de prendre votre stylo, d'examiner le texte vers après vers pour relever tous les indices qui renvoient au destinataire. De les classer pour pouvoir apporter une réponse claire à cette question du repérage. Alors, si ce travail est fait de manière rigoureuse, en revenant à notre texte, nous allons nous rendre compte que dès la première ligne, il y a un indice du destinataire qui n'est pas caché du tout. Avant donc d'écrire, apprenez à penser. Cet indice, c'est bien évidemment apprenez. Donc, vous relèverez, apprenez. Alors, si on continue, il y a d'autres indices encore plus explicites. Vous allez au vers 6 par exemple, et au vers 7, vous avez quel indice? Surtout quand vous écrivez la langue révérée
dans vos plus grands excès, vous soyez toujours sacrés. Alors, vers 6 et 7, vous retrouverez deux indices. Lesquels? Je sais qu'il y en a qui ont déjà trouvé à la maison. Bien évidemment, il s'agit de l'adjectif possessif. Vaut, bien sûr, qui apparaît 2 fois. Au verset 7, à cet adjectif possessif, il faut ajouter un autre indice que vous avez déjà trouvé, je le sens. Le pronom personnel vous, qui revient également au vers 8. En vain, vous me frappez d'un son mélodieux. En parcourant le texte de fond en comble, on va trouver d'autres indices. Vous avez par exemple travailler, qui appartient à la même catégorie que apprenez, c'est-à-dire le verbe à l'impératif. Vous avez ne vous piquez point, qui est également un verbe à l'impératif, associé à vous, pronom personnel. Complément. Alors, ce repérage fait, il nous revient maintenant de les classer. Les indices qui ont été relevés. Alors, qu'est-ce qui permet de classer? C'est pas compliqué. C'est la classe grammaticale, on va le dire ainsi, des termes relevés. Nous allons nous rendre compte que les verbes à l'impératif apparaissent plusieurs fois. On a relevé apprenez, on a relevé travailler, on a relevé piquer. Donc on classe dans un premier temps les verbes à l'impératif. On revient dans le texte, on a relevé l'adjectif possessif vaut qui apparaît 2 fois. On classe cet autre indice. Et ensuite on a relevé le pronom personnel vous qui apparaît également 2 fois. On le classe, ça fait 3 éléments, 3 indices relevés. Et là, on peut apporter une réponse claire à cette deuxième question. Relever les indices du destinataire et classer-les. Alors, les indices du destinataire que nous avons relevés peuvent être classés en 3 catégories. D'une part, l'impératif apprenez, travailler, piquer. D'autre part, l'adjectif possessif vaut et enfin le pronom personnel vous. Nous venons là de procéder au classement qui fait souvent défaut chez les élèves. Il faut apprendre toujours, savoir que pour répondre à une question de langue, après avoir relevé les éléments, il vous revient maintenant de les classer en fonction de la catégorie grammaticale et en fonction de la pertinence de la question posée. Alors, pour continuer, notre travail qui vise à identifier les indices du texte injonctif, je dois vous rappeler, avant de continuer, justement, je dois vous rappeler que le texte, tout ce que nous avons relevé jusqu'à présent, a trait au récepteur du message, c'est-à-dire à celui qui reçoit le message. Autant dire que le texte injonctif est étroitement lié au destinataire. C'est pour cette raison que nous sommes employés
à relever les indices du destinataire. La troisième question. Quelle est la valeur d'emploi de l'impératif? Est une question qui vise ce qu'on appelle l'interprétation des éléments relevés. Parce qu'en langue, le repérage à lui seul ne suffit pas. C'est le volet interprétation qui donne toute sa force au repérage effectué. C'est pour cette raison que j'ai prévu cette question. Quelle est la valeur d'emploi de l'impératif? Nous avons relevé 3 verbes à l'impératif. Apprenez, travaillez, piquez. Alors, ces 3 verbes à l'impératif, est-ce qu'ils ont la même valeur? Est-ce qu'ils ont la même valeur? Alors, en les examinant, apprenez à penser, travaillez à loisir quelque ordre qu'il vous presse, ne vous piquez point d'une folle vitesse, en examinant de manière précise ces 3 verbes à l'impératif, on se rendra bien compte qu'ils ont la même valeur. Quelle est donc cette valeur de l'impératif? Est-ce que l'impératif ici exprime un ordre ou une injonction? Est-ce qu'il exprime un commandement? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que l'impératif exprime une prière? Est-ce une exhortation? Est-ce une mise en garde ou un avertissement? S'agit-il d'une recommandation? Vous voyez bien que je suis en train de citer les différentes valeurs du mot impératif. Pourtant, à s'en tenir au mot impératif, on peut être tenté de penser qu'il n'exprime que l'ordre ou l'injonction. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il s'agit bien sûr du texte injonctif, mais est-ce que l'impératif exprime l'ordre? Non. On ne peut pas concevoir que Nicolas Boileau donne des ordres à ses collègues écrivains. Non. Tout au contraire. Il les invite. Il les exhorte. Il les appelle à respecter le code de l'écriture, de la poésie classique, de respecter les éléments propres à la doctrine classique. Voilà pourquoi la réponse selon laquelle l'impératif a une valeur d'exhortation, une valeur d'appel, est plus proche de la vérité. Donc, je vous invite donc à vous méfier de l'impératif chaque fois que vous avez affaire à un texte où l'on vous demande de relever les verbes à l'impératif. Je vous reviens. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Alors, rebonjour chers téléspectateurs, nous revenons à la deuxième partie de notre cours sur le texte injonctif destiné aux élèves de classe de terminale. Nous avons dit dès le départ que ce cours vise un double objectif, identifier les indices du texte injonctif, ce que nous avons fait dans la première partie, déterminer les fonctions du texte injonctif, c'est ce que nous allons faire dans cette seconde partie, avant justement de
prendre quelques notes en guise de synthèse ou de bilan. Et pour atteindre cet objectif, j'ai prévu pour vous une question très simple, c'est la 4e question, à savoir déterminer la fonction de ce texte injonctif. C'est une question simple, mais qui appelle une analyse poussée du texte injonctif. Alors, pour répondre à une telle question, il faut déjà savoir ce qu'on entend par fonction d'un texte. Lorsqu'il s'agit de la fonction d'un texte, on entend par là l'intérêt du texte pour le lecteur. Ce n'est pas l'intérêt du texte pour l'auteur, l'intérêt du texte pour le lecteur que nous sommes. Pourquoi? Qu'est-ce que ce texte-là nous apporte en tant que lecteur? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va réexaminer le texte. Déterminer la fonction du texte injonctif. Comment y arriver si on ne sait déjà pas quelles sont les différentes fonctions du texte injonctif? Voilà la question que vous vous posez. J'aimerais rappeler que ici, il s'agit bien de la fonction du texte injonctif tel que c'est libellé là, et non de la fonction du langage. Il ne faut pas confondre fonction du langage dans un texte. Il y a 6 fonctions du langage avec la fonction du texte injonctif. Ça peut être le texte argumentatif, ça peut être le texte descriptif, le texte narratif. On peut vous demander de trouver la fonction de chaque type de texte, c'est-à-dire l'intérêt que ce texte a pour vous en tant que lecteur. Nous allons chercher ensemble la réponse à cette question sur la fonction du texte injonctif. La 3e question sur la valeur de l'impératif met un peu la puce à l'oreille. Nous avons dit que l'impératif a pour valeur ici d'exhorter, d'inviter, d'appeler les autres écrivains, les autres poètes à respecter le code esthétique de la poésie classique. Ce qui revient à dire que si le texte invite à respecter un code esthétique, vous voyez donc dans esthétique, comme vous le savez, il y a le beau, il y a la beauté en général. On peut donc aisément conclure que ce texte injonctif a une visée esthétique. Ce texte a une fonction esthétique dans la mesure où il trace les sillons pour écrire un texte qui respecte les canons de la poésie classique. Lesquels canons sont définis à travers des verbes à l'impératif et à travers d'autres indices lexicaux que nous avons relevés tout à l'heure. On comprend donc que ce texte qui a une fonction esthétique est un texte littéraire. C'est un texte littéraire.
Pourquoi je parle du texte littéraire? Pour vous amener à comprendre que le texte injonctif n'est pas le propre des textes littéraires. On peut aussi trouver des textes injonctifs dans des documents non littéraires, dans des documents ayant une valeur sociale. Je prends quelques exemples. Quand vous allez en pharmacie pour acheter un médicament, à l'intérieur de la boîte, il y a toujours un papier qui accompagne le médicament, qu'on appelle une notice pharmaceutique. Certaines informations contenues dans cette notice pharmaceutique ont un caractère injonctif. Ce qui revient à dire que le texte injonctif peut être littéraire ou non littéraire. Quand il est littéraire comme ici, il peut avoir une fonction esthétique, il peut avoir une fonction pédagogique. Quand il est non littéraire, comme c'est le cas pour la notice pharmaceutique, il peut avoir une fonction purement pratique. Fonction pratique. C'est le cas avec les recettes de cuisine, c'est le cas avec les notices qui accompagnent les appareils électroménagers. À cette fonction pratique, on peut ajouter d'autres fonctions. Comme on l'a relevé tout à l'heure, la fonction esthétique pour ce texte-ci, la fonction pédagogique pour d'autres textes, notamment les textes qui accompagnent les manuels scolaires, quelle que soit la matière. En mathématiques, quand on vous propose un exercice, le texte qui accompagne l'exercice et qui vous invite à faire quelque chose est un texte injonctif, dont la fonction est pédagogique. On peut également associer à ces fonctions une autre fonction plus moralisatrice, comme dans la Bible, où dans le décalogue, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Évidemment, ce n'est pas l'impératif qui est utilisé, c'est le futur simple, mais ce futur-là a une valeur de commandement. Nous avons là un texte injonctif qui a une fonction moralisatrice. Alors cela dit, je voudrais vous inviter, chers élèves de terminale, à examiner avec nous ces notes que nous avons réservées pour vous amener à bien comprendre la notion du texte injonctif. Ces notes commencent à la fin de la première page, notamment à partir de la définition. Alors, comment le texte injonctif se définit-il? Parce qu'il est important de comprendre la définition du texte injonctif. Comment est-ce que le texte injonctif se définit? Nous vous avons proposé cette définition à la fin de la première page. Voilà. Alors, le texte injonctif est un texte littéraire ou non, c'est le cas de le dire, dans lequel le locuteur cherche à faire agir le destinataire en le poussant à poser un acte
fait agir le destinataire, c'est-à-dire celui à qui le locuteur s'adresse, de manière à le pousser à poser un acte. Donc, dans la définition, il y a fait agir et à pousser quelqu'un à poser et à poser un acte. Fait agir, poser un acte. C'est le cas du texte ci-dessus, mais aussi de certains écrits à valeur sociale, notamment les notices d'appareils électroménagers, les notices pharmaceutiques et certains documents didactiques. On peut citer les exercices de mathématiques, les exercices de français ou d'informatique, etc. Tous les exercices que vous trouvez sur les différentes épreuves en classe. Alors, un certain nombre d'indices, comme nous l'avons relevé plus haut, permettent de reconnaître le texte injonctif. C'est pour cette raison, et nous avons récapitulé dans la première partie, grand 1, les différents indices du texte injonctif. Ces indices, nous avons voulu les classer pour vous simplifier l'apprentissage. Et nous les avons classés en 2 catégories. Nous avons d'une part les indices personnels et d'autre part les modes et temps verbaux. Les indices personnels, c'est-à-dire les indices de la personne. Et nous en avons proposé 3. Les pronoms personnels, comme nous l'avons relevé dans le texte. Vous avez quelques pronoms personnels, la deuxième personne, singulier pluriel, tu, te, toi, vous. Mais vous voyez bien que te et toi sont des pronoms personnels, ce ne sont pas des pronoms possessifs. Faites bien la différence. Les adjectifs possessifs, ton, ta, tes, votre, vos. Deuxième personne. L'apostrophe. Oui, c'est peut-être nouveau pour certains. Chers concitoyens, chers frères et sœurs en Christ, etc. On les appelle apostrophes, ces énoncés-là. À cela, il faut ajouter, bien évidemment, les pronoms possessifs. Le tien, les tiens, la tienne, le vôtre, avec accent circonflexe, sur O. La deuxième catégorie, le deuxième élément, ici, ce sont les modes et temps verbaux. Ils rentrent dans les indices du texte injonctif. Les modes et temps verbaux. Vous avez, en premier lieu, l'impératif. Quelques exemples. Vous avez le mot infinitif aussi. Comme dans la notice pharmaceutique évoquée tout à l'heure, agiter avant de boire. On peut également avoir recours aux temps verbaux, tels que le futur ou le présent de l'indicatif, comme dans les exercices scolaires. Vous montrerez que. Tu ouvres la porte doucement. Voilà quelques exemples. Donc, qu'est-ce qu'on retient? 2 catégories d'indices. Les indices de la personne, l'impératif, les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, les pronoms possessifs, qui renvoient à la deuxième personne. Ensuite, les modes et les temps verbaux. Nous avons proposé 2 modes. L'impératif, l'infinitif. On peut y ajouter le mot de subjonctif dans certains cas.
termes de temps verbaux, généralement c'est le futur simple, ou encore le présent de l'indicatif. Alors, ce sont ces indices-là qui permettent, bien évidemment, de déterminer les fonctions du texte injonctif. Donc, en repérant correctement vos indices, il sera plus facile pour vous de déterminer les indices, les fonctions, autant pour moi, du texte injonctif. Voilà pourquoi nous avons intitulé le grand 2, qui vise le deuxième objectif, les fonctions du texte injonctif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fonction du texte injonctif? Je l'ai dit plus haut. On entend par fonction ici l'intérêt, la portée de ce texte pour le lecteur. Très important. C'est ce qu'il faut retenir. Pour ne pas confondre avec les fonctions du langage. C'est pourquoi on distingue de manière générale 4 fonctions. Oui. Il faut retenir les 4 fonctions. Même comme la fonction dominante est d'abord didactique. Car tout texte injonctif procure un enseignement qui peut être pédagogique, moral, esthétique ou pratique. Il faut savoir que la fonction générale du texte injonctif est didactique. Mais à côté, il peut y avoir des spécificités. Et c'est à ce niveau-là qu'on vous attend. Alors, en examinant de plus près ces 4 fonctions, retenez les 4 fonctions. Chaque fois que vous avez affaire à un texte injonctif, rappelez-vous ces 4 fonctions. La fonction pédagogique. C'est le cas des textes ou documents ayant une valeur didactique que l'on trouve dans les manuels scolaires. Quelle que soit la matière, le français, l'anglais, les mathématiques, l'informatique, les sciences, font appel au texte injonctif ayant une fonction pédagogique. Chaque fois que l'on veut procurer un enseignement à un élève, en lui posant des questions, on produit, parfois sans le savoir, un texte injonctif ayant une fonction pédagogique. La deuxième fonction est la fonction moralisatrice. Je l'ai appelée la fonction moralisatrice. Que vous compreniez bien qu'il est question, dans le cadre de ce texte, de moraliser le lecteur. On la retrouve dans les textes ayant une visée éducative, tels que les règlements intérieurs, les textes religieux. Les règlements intérieurs des établissements scolaires, les textes religieux ont une fonction moralisatrice, dans la mesure où ils sont destinés à faire changer le comportement des destinataires. La troisième fonction que j'ai prévue pour vous, c'est la fonction esthétique. Cette fonction esthétique, évidemment, on la retrouve dans les textes littéraires, comme notre fameux corpus extrait de l'art poétique de Nicolas Boileau. Ces textes littéraires sont consacrés au code esthétique propre à un genre
ou un mouvement littéraire. On a l'exemple de la poétique consacré au cours d'esthétique de la poésie classique. On a le cours d'esthétique consacré au mouvement littéraire qui s'appelle le surréalisme. Le surréalisme, comme d'autres mouvements littéraires, obéit à un code esthétique. Voilà pourquoi ce code esthétique a une fonction esthétique. La dernière fonction, c'est la fonction pratique. Cette fonction pratique, je l'ai expliqué plus haut. Ce texte injonctif ayant une fonction pratique, on se retrouve dans les textes ou documents qui accompagnent les objets ayant une utilité sociale. Vous avez les notices d'appareils électroménagers, les notices pharmaceutiques, les recettes de cuisine. Alors, pour nous résumer, mes chers élèves, nous allons dire que le texte injonctif se reconnaît à des indices bien précis que vous ferez bien d'apprendre. Notamment les indices de la deuxième personne, les indices, les temps verbaux et les modes verbaux. Les textes injonctifs ont une visée, ont un intérêt pour le lecteur que l'on appelle fonction. Nous en avons recensé 4 que nous vous proposons pour vos prochaines évaluations. Je vous remercie.